Bonjour, bonjour. Je vois que ça commence à se connecter. Bonjour. Bonjour. Alors, partager mon écran. Ça. Ok. Bon, je vois que vous arrivez. Est-ce que vous avez des questions sur, je sais pas, le CC par exemple que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu les résultats pour ça ou pas? Non, on n'a pas encore eu. Vous n'avez pas eu? D'accord. Pourquoi elles sont sur après? Je ne sais pas si c'est Nicolas Frey qui doit diffuser les notes. Alors, je ne sais pas si, Ah, d'accord. s'il l'a déjà fait ou pas. Je sais que moi, j'ai corrigé mes copies. Donc j'ai les résultats. Voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez les avoir ou pas. Oui. Je peux vous les montrer sur mon écran. Alors, du coup, il faudrait que je partage mon fichier. Alors, attendez. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez à l'écran là? Oui, on voit. Vous voyez ce qu'il y a à l'écran? Je vais l'agrandir un peu. Voilà, donc là, vous avez vos noms et là, les résultats. Des différents CC. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, je cherche le... Hop, voilà. Monsieur, Oui, est-ce que ce serait possible de voir nos copies? sauf que les copies, là, je les ai pas. Elles sont à Créteil. Et c'est vous Euh, qui avez corrigé sans discrète? oui, 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 c'est moi qui ai corrigé votre groupe. Mais monsieur, je comprends pas du tout pourquoi j'ai eu 2, vu que j'ai fait tout l'exo 2. Alors, attendez, vous êtes qui? Je peux essayer de me souvenir, mais là, j'avoue que, enfin, il y avait un certain nombre de copies, donc... vous êtes qui? Holdash. Alors, où est-ce que vous êtes? Holdash. Ouais, non, Là, je ne saurais pas vous dire comme ça. Mais si vous voulez, on peut... pas aujourd'hui, parce que là, je suis pas à Créteil. Mais on peut se prendre un moment pour regarder votre copie, si vous voulez.
D'accord. Ok, je vais noter. Je vous enverrai un petit mail pour vous dire. D'accord, merci. D'accord. Je vais le noter là d'ailleurs. Ok. Ou sinon, les autres, c'est bon? Vous avez vu vos notes? Oui, non? Oui, c'est bon. Et du coup, il y aura un deuxième CC, monsieur? Et du coup, il y aura un deuxième CC, ouais, qui sont en train d'essayer d'organiser pour la semaine de. Alors, je ne sais plus laquelle c'est exactement. Mais il me semble que c'est la deuxième semaine de décembre. D'accord. Et un partiel? Et un partiel, ouais, tout à fait. D'accord. Le 9-12, c'est la date qu'on vous a donnée déjà pour le CC? Oui. D'accord. Ok. Donc, a priori, le deuxième CC sera du coup sur aussi ce qu'on aura fait. Donc, il nous reste 2 TD en fait. Celui de cette semaine et celui de la semaine prochaine. Après, c'est terminé. Et donc, on va voir jusqu'où on va. Mais l'idée étant de faire un petit peu d'induction, quoi. Bonjour monsieur, désolé du retard. Bonjour. Vous pouvez profiter là pour regarder vos résultats du CC. D'accord. Il me semble que vous avez eu la meilleure note, non? Monsieur, on pourrait pas avoir un CC ou quelque chose pour remonter la note? Ah non, mais monsieur, franchement, je suis choquée. J'ai jamais eu une note aussi basse de toute ma vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez que les notes sont très étalées, hein. Dans l'ensemble, ceux qui ont effectivement des très basses notes, c'est beaucoup de personnes qui soit ne sont pas présents au TD, mais ou sinon, dans ce que j'ai essayé de voir, enfin la plupart d'entre vous, vous avez quand même eu la moyenne. Voilà, et puis il y a quelques très bonnes notes, hein, à 18,5, 17, 15, 13,5, enfin bon. Donc voilà, a priori le CC n'était pas très compliqué non plus. Bon, le cours, c'est le cours, quoi, hein, donc a priori vous êtes censé le savoir. Et après, sur l'exercice, voilà, au moins tout le début de l'exercice, franchement, c'était juste appliquer ce qu'on avait vu sur les symétries. Et puis bon, il y a peut-être la dernière question qui demandait un peu plus de calcul, mais voilà, c'était une question sur 3 points, il restait 17 points à côté, quoi. Donc, bon. Bon, en tout cas, on regardera ensemble votre copie, hein, Monsieur, ouais. c'est possible aussi de regarder ma copie parce que le deuxième exercice, je pense l'avoir bien fait, mais je comprends pas ma note. Alors, vous êtes où, vous? Piravina, Euh,
Tout en bas. Tout en bas, tout en bas. Ah oui, là. Oui. Ah oui, vous n'êtes pas inscrit dans le bon groupe, c'est étonnant. C'est-à-dire. Bah, vous êtes dans les listes, vous êtes inscrit dans le groupe 2. Bah, je sais pas. Enfin, au début du semestre, sur la liste de tout le groupe, j'étais dans le groupe 1. Ah bon? Bah, en Oui. tout cas, actuellement, dans les listes qui sortent, vous êtes inscrite dans le groupe 2. Bon. Ça vous a pas posé de problème en TP ou je sais pas quoi? C'est plus pour ça. Non. Sinon, après... Au début du semestre, j'étais dans le groupe 1. Et je sais pas. Bon. Bah, ok, donc ben, on va se prévoir un moment. Alors, je sais pas quand est-ce que ça va. Peut-être ce sera après le prochain TD ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. D'accord. Et Ok. juste le premier exercice sur le cours, c'était sur combien de points? C'était moitié-moitié, je crois. Moitié-moitié. Ouais. C'était moitié pour le cours, moitié pour les exercices. Enfin, pour l'exercice. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Électromagnétisme, c'est un UE tout seul? C'est une UE tout seul. Oui, je crois, oui. Ok. Ouais, ouais. Mais monsieur, c'est pas un sous-UE? Enfin, c'est pas avec une autre matière? Il me semble pas. Il me semble que c'est une. Je sais plus. Mais je vois pas avec quoi ça pourrait être regroupé. Je pense que c'est avec énergétique et mécanique. Je pense pas. Hein. Je pense pas que ce soit avec énergétique. Alors, peut-être avec mécanique ou je sais pas. Bon, je sais pas. Monsieur, c'est avec mécanique et énergétique. Ah, c'est aussi. Il y a aussi énergétique, mécanique et énergétique. Oui. Les trois sont regroupés sous une seule UE. Oui. D'accord. Donc ça, c'est une EQE en fait. Il y a 3 EQE qui doivent faire quoi? 3 ECTS chacune? Oui. Ok. Bon. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, on va continuer sur là où on était. Alors, j'arrête de partager ça. Et du coup, je vais repartager mon... Monsieur, du coup, le prochain CC, c'est quand? Bah, il y en a qui ont eu la date, là, a priori, l'enseignant en énergétique leur a donné pour le 9-12. D'accord, 9 décembre, du coup. Ouais. Mais, enfin, bon, moi, j'ai discuté hier avec Nicolas Frey, il n'avait pas encore la date, quoi. Ah, d'accord. Et du coup, ce serait ce serait en TD ou comme la dernière fois en Non, amphi? ça va être, non, ça va être pareil, c'est-à-dire ça va être regroupé dans un amphi. Ok, A priori, ils vont prendre la même configuration avec énergétique, je pense. d'accord. Ok. Ok, donc aujourd'hui, on va reprendre là où on avait laissé le solénoïde. Donc, on va appliquer le théorème d'Ampère. Et puis ensuite, on passera à un exercice sur l'induction, puisque dans le dernier CC, vous aurez de l'induction. OK? Alors, donc si vous vous souvenez de ce que je vais reprendre rapidement ce qu'on avait fait. Je vais le mettre en pleine page. Est-ce que ça apparaît bien? Non, c'est inversé là pour vous, non? Non, ça apparaît bien là? Ah, Oui, oui. sauf que il m'a arrêté mon diaporama. Il faut que je le reprenne. Hop. OK. Donc on avait commencé là-dessus, hein, sur le solénoïde fini. Donc on avait dit que c'était un enroulement de spires, chacune parcourue par un certain courant.
et qu'on définissait donc un nombre de spires par unité de longueur. Et puis, donc à partir de là, on avait pu, en repartant de ce qu'on savait, hop, de ce qu'on savait sur une spire, alors, je ne vais pas en sortir là. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop. En repartant de ce qu'on avait vu sur le champ magnétique créé par une spire, eh bien, on avait pu intégrer ça pour hop, déterminer, quand on avait n spires, ce que ça donnait comme champ magnétique. Donc, on avait dit pour n spires, on avait un champ magnétique qui était de la forme mu0i sur 2 fois n, n étant donc le nombre de spires par unité de longueur, fois le sinus alpha, alpha étant l'angle entre un point M ici et la spire, ou le bout de solénoïde qu'on est en train de regarder. Voilà, c'est l'angle par rapport à l'horizontale. Et donc, du coup, en intégrant ça entre deux angles alpha 1 et alpha 2, on avait pu trouver ici l'expression donc du champ magnétique pour un point M qui se situe à une certaine distance d'un solénoïde fini, donc qui est mu0 ni sur 2, et puis qu'on multiplie par la différence des cosinus des deux angles. Donc les deux angles, c'est les deux angles extrêmes entre le début et la fin du solénoïde. Ok, ce qu'on avait vu après, donc c'est qu'on pouvait, dans le cadre d'un solénoïde infini, ou en tout cas très, très grand, faire tendre ces angles alpha 1 et alpha 2. Donc alpha 1, lui, il tend vers 0, quand le solénoïde va vers la gauche, là, de plus en plus long. Alpha 2, lui, il tend vers pi, quand le solénoïde commence à s'étendre vers la droite. Et donc, du coup, si on fait tendre alpha 1 vers 0 et alpha 2 vers pi, eh bien, à ce moment-là, on a cosinus alpha 1 qui tend vers 1, cosinus alpha 2 qui tend vers moins 1. Et donc, si on remet ça dans l'expression, eh bien, on va trouver que le champ magnétique au point M est mu0 ni. Donc, je rappelle, le champ magnétique au point M, ça veut dire que c'est le champ magnétique sur l'axe du solénoïde. OK. Alors, ensuite, on avait vu des considérations de symétrie et d'invariance pour ce solénoïde. Donc, on avait vu que le plan, alors ici on l'a appelé le plan vertical, mais pour nous c'est plutôt le plan horizontal ici. Ah non, non, pardon, non, c'est bien le plan vertical, celui qui coupe donc la spire en deux. Enfin, celui qui est, c'est le plan qui est comme ceci. OK. Donc qui coupe selon la spire là. Donc ça, c'est bien un plan de symétrie. Hein, on a bien les spires d'un côté qui sont les mêmes que les spires de l'autre. Hein, les courants qui traversent les spires ici sont les mêmes que les courants qui traversent les spires de l'autre côté. Donc ça, c'est un plan de symétrie. Et donc, on va avoir B qui va être perpendiculaire à ce plan. Donc du coup, on peut dire que B, il va être que selon BZ. D'accord ? On n'a pas de composante, ni selon UR, ni selon Uθ. Donc directement ici, on peut dire que eh bien, le B, il va être simplement dans la direction Z. Okay, le long de l'axe principal du solénoïde.
Donc on peut confirmer ça hein, par le fait que les plans qui par contre coupent dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire dans ce sens-là. Ok, donc ça serait selon UR, UZ ici, ou alors selon Uθ, UZ. Eh bien, ces plans-là sont des plans d'antisymétrie. Donc c'est antisymétrie hein, parce qu'au-dessus du plan, vous voyez que le courant il vient vers nous, et en dessous du plan, ici, le courant il part de l'autre côté. Donc les courants ils sont inversés d'un côté et de l'autre du plan. Donc c'est un plan d'antisymétrie. Et donc dans les plans d'antisymétrie, ben là pour le coup, le champ magnétique il est contenu dans le plan. Donc ça veut dire que le champ magnétique ici, ben, il sera dans le plan UR, UZ. Et puis comme le plan Uθ, UZ, c'est aussi un plan de symétrie, hein, ton plan Uθ, UZ, hein, c'est le plan qui est comme ça. Hein. Donc, qui lui, pour le coup, coupe selon la verticale ici. Donc ça, c'est aussi un plan de symétrie, enfin d'antisymétrie, pardon. Et donc, du coup, ben, B, il doit être aussi dans ce plan-là. Donc, comme il doit être dans les deux plans UR, UZ et UZ, Uθ, eh bien, ça veut dire qu'il est selon UZ. Et donc, du coup, ben, ça confirme ce qu'il y a au-dessus. Donc, ça, c'était pour les plans de symétrie. Et puis après, on avait vu ce qui était des invariances. Donc, on avait trouvé deux types d'invariances hein, qui sont les mêmes, en fait, que les invariances pour une spire. Enfin, en tout cas, concernant la rotation, en tout cas. Donc, comme pour une spire, on a une invariance par rotation. Hein, si vous faites tourner ce solénoïde sur lui-même autour de l'axe Z, ben, il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de dépendance en θ. Et puis, d'autre part, si le solénoïde donc, il est effectivement infini, si vous bougez le long de l'axe Z, ben, vous retrouvez toujours le même solénoïde. Donc, il n'y a pas non plus d'invariance selon Z. Donc, au final, le champ magnétique, il va être de la forme BZ de R UZ. Okay, une seule composante donc, du champ magnétique qui ne dépend que de R pour tout point M de l'espace. OK? OK. Alors ensuite, on vous disait donc en utilisant le théorème d'Ampère de déterminer le champ créé par le solénoïde en tout point de l'espace. Donc on a vu que ce champ magnétique, il ne dépend que de R, il doit être selon Z. Maintenant, on cherche son expression. Donc pour trouver son expression, eh bien, on peut utiliser effectivement le théorème d'Ampère. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème d'Ampère? Eh bien, il nous dit que si on prend un contour fermé qui entoure certaines lignes de courant, donc ici, c'est ce qui est indiqué sur la figure, ici, hein, vous voyez que vous avez un contour fermé C qui entoure les lignes de courant I2, I3, I4, eh bien, la circulation, donc la circulation, hein, c'est l'intégrale du produit scalaire de B par dl, dl étant un déplacement élémentaire le long de ce contour. Donc, l'intégrale le long du contour, ici, du produit scalaire B dl, eh bien, ça va être égal à mu0, donc qui est la constante de perméabilité, fois la somme des courants, enlacés, donc que le contour entoure, en fait. Sachant que les courants donc, qui sont dans le sens positif, enfin, vont être comptés positivement dans le sens de la règle en fait, du tire-bouchon, c'est-à-dire quand on tourne de la gauche vers la droite, on doit avancer à l'intérieur, ici, du contour. Ok, donc ici, sur l'exemple qui est ici, hein, le contour tourne de la gauche vers la droite. Ici, donc, on doit compter positivement I2,
I4 et négativement I3. OK. Bon, après, on a une expression locale, mais ça, on ne va pas s'en occuper. Ça ne nous intéresse pas. OK. Alors, on va essayer d'appliquer ça dans notre cas ici. Alors, comment est-ce qu'on applique ça? Donc, ce qu'il faut trouver, hein, ça va être un contour. Et on va chercher donc tout d'abord à déterminer le champ à l'intérieur du solénoïde. Donc pour ça, on va utiliser un contour fermé qui se trouve à l'intérieur du solénoïde. Donc on va chercher à déterminer en fait un contour relativement simple dans lequel on va pouvoir utiliser le fait que le produit scalaire, eh bien, il va être nul quand les deux vecteurs, c'est-à-dire que B et DL, sont perpendiculaires l'un à l'autre, et que il va être égal simplement au produit des deux quand les deux vecteurs B et DL vont être collinéaires. OK, ce qu'on sait, c'est que B, il est selon l'axe Z. Donc du coup, si on prend un contour pour lequel on a un déplacement qui se fait dans la direction de Z, le produit scalaire avec B, ça va être simplement le produit de DL par B. Et inversement, si on prend quelque chose qui est perpendiculaire à Z, eh bien à ce moment-là, comme B il est selon Z, eh bien là le déplacement, j'étais un peu vite. Là le déplacement ici, donc selon je ne dois plus avoir mon stylo, voilà c'est ça. Le déplacement ici, par exemple, vous voyez entre B et C ici, le déplacement DL qui serait là, eh bien, il va être perpendiculaire à B, puisqu'on sait que B, il est dans la direction, d'accord, n'importe où, on a dit n'importe où, B, il est selon UZ, d'accord, il a une composante BZ de R selon UZ. C'est pas beau mon B, OK, donc on sait que B, il est parallèle à Z. Donc si on a dans le contour un morceau qui est perpendiculaire, eh bien le produit scalaire va être nul. OK, et enfin, ce qu'on connaît, c'est au point M, là, sur l'axe Z, d'accord, si je prends le champ magnétique ici sur l'axe Z, je ne marche pas très bien mon stylo là aujourd'hui, BM sur l'axe, eh bien on a vu, c'était le sujet des calculs précédents ici. Non, c'était juste avant. OK, ici, à la question 1, ici, pour ce qu'on a montré, donc c'est que sur l'axe, eh bien, le champ, il s'écrit comme mu0 NI, UZ. Donc, du coup, comme on connaît le champ sur l'axe, on va utiliser un contour qui va passer par l'axe. Donc, c'est pour ça qu'on met le bout ici de segment AB. Ensuite, on va avoir un segment donc, qui va perpendiculairement à l'axe sur lequel la circulation va être nulle. Et puis ensuite, il faut boucler, puisqu'il faut un contour fermé. Donc, on revient ici CD à l'inverse de BA. Et puis, on revient DA à l'inverse de BC. OK. Ici, donc sur l'axe, c'est mu0 NI. UZ. OK, donc c'est ce qu'on fait ici. On va pouvoir donc du coup décomposer le contour ABCD, enfin la circulation sur le contour ABCD. Donc on va avoir la circulation sur ABCD de B scalaire DL.
qui va être donc la circulation selon AB de B scalaire dl, plus la circulation, ah ben là, c'est que AB, donc là, ça ne va pas. Ici, c'est de B à C de B scalaire dl. Ici, c'est de C à D de B scalaire dl. Et ici, c'est de D à A de B scalaire dl. Alors, si on reprend donc maintenant chacun des bouts, donc la circulation de A à B, bah, sur AB, le dl, donc on peut l'exprimer comme étant dl uz. Et puis le B, on sait quelle est sa valeur puisqu'on est ici sur l'axe. Donc sur l'axe, on sait que B, c'est mu0 ni uz. Donc du coup, là, le calcul de A à B, il va être relativement simple. Hein. On fait le produit de mu0 ni uz par dl uz. Donc on peut sortir le mu0 ni. Et on a donc simplement l'intégrale de dl de A à B. Et donc l'intégrale de dl de A à B, ben, c'est simplement AB. Hein. La longueur AB. Ok, si maintenant on regarde de B à C, donc de B à C, là pour le coup, dl, il est perpendiculaire à l'axe Z. Et donc il va être perpendiculaire au champ magnétique B, puisque B il est parallèle à Z. Donc du coup, on sait que dl et B, ils sont perpendiculaires, donc leur produit scalaire va être nul. Donc du coup, les deux contours ici, de B à C et de D à A, les deux morceaux de contour, de B à C et de D à A, eh bien, ils vont donner une circulation qui est égale à 0, puisque le produit scalaire des deux vecteurs est nul. Et enfin, il ne nous reste plus que le dernier, là, de C à D. Donc, vous voyez, de C à D, on se déplace dans ce sens-là. Donc, on a un dl qui est comme ça. Donc, ici, vous voyez que c'est moins dl uz. Hein. Alors, je mets dl, mais en fait, il faudrait mieux me mettre moins dz uz. Mais bon. Ok. En tout cas, c'est dirigé ici vers la gauche. Donc, quand on va faire l'intégrale, le produit scalaire de B dl, donc on sait que B, hein, il est de cette forme-là. B fois bz de R uz. Donc, quand je vais faire le produit scalaire ici, si je fais le produit scalaire B dl, en fait, je fais B de Z, donc ça dépend de R, uz, fois dl uz, et j'ai vu que j'avais un signe moins. Donc finalement, le produit scalaire de tout ça, ça va être, il faut que j'écrive moins vite. En fait. Bz de R dl, et j'oublie pas que j'ai un signe moins ici. Donc ensuite, je vais prendre l'intégrale de ça. Donc le bz de R, je peux le sortir de l'intégrale, hein, c'est une constante. Donc ici, je vais juste avoir l'intégrale de dl. L'intégrale de dl, c'est simplement la longueur CD. Hein. Donc au final, je vois que la circulation ici entre C et D, eh bien, c'est simplement le produit du champ magnétique BZ en R fois la longueur CD. Monsieur? Oui. J'arrive pas à comprendre pourquoi du coup la distance CD, ça va être le champ magnétique BZ par rapport à R. Alors, R, en fait, c'est la distance qui est ici. Hein. D'accord? Oui. Donc, en fait, le champ magnétique qu'on regarde, c'est celui qui est ici. Et on sait qu'il va être à cette... D'accord? C'est celui qui se trouve à la distance petit r, c'est-à-dire qui est égal à BC, en fait.
de l'axe. Je n'ai pas compris. Alors. Ok, je vais effacer un petit peu là tous les gribouillis parce que je commence à plus rien voir. Ok, ce qu'on cherche, c'est bien le champ magnétique. Ce qu'on cherche, hein, c'est le champ magnétique B à une certaine distance R. D'accord, en un point M à une certaine distance R. Donc on sait que ce champ magnétique, il s'écrit BZ R UZ. Oui, D'accord? d'accord. Cette distance R, en fait, on la retrouve ici. Ok, ce qu'on va chercher, c'est le champ magnétique en fait qui se trouve ici à une certaine distance R. D'accord. D'accord? Et du coup, c'est pour ça que BC, c'est pour ça que pour BC, on avait pris le champ magnétique au point M. Non, non, on peut le prendre n'importe où. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, n'importe où, à n'importe quel point de l'espace, le champ magnétique, il est toujours parallèle à Z. D'accord. D'accord? Que vous le preniez ici, ou là, ou ici, ou n'importe où, pour des raisons de symétrie, il sera toujours dans ce sens-là. D'accord. D'accord? Ok. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est sa valeur. C'est-à-dire, est-ce qu'il devient de plus en plus grand quand on s'éloigne de l'axe? Est-ce qu'il devient de plus en plus petit? Est-ce qu'il est toujours égal? Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de chercher. En fait. D'accord. Donc, du coup, on prend à une certaine distance R de l'axe. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, du coup, ce qu'on obtient, c'est que pour ce contour, pour l'intégrale sur ce contour ABCD, la somme de tous les termes, si je fais la somme maintenant de tous les termes que j'ai calculés ici, donc c'est mu0 NI fois le segment AB, moins BZ à R fois le segment CD. Mais AB et CD, c'est les mêmes. Hein. D'accord? C'est la même distance ici. Du coup, ça veut dire que pour AB, on aurait pu prendre BZ par rapport à R? Pour AB, on aurait pu prendre BZ par rapport à R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Parce que moi, j'arrive pas. Parce que c'est vrai que pour CD, nous, on a pris la BZ qui appartient à R. Qui a une certaine distance R de l'axe. Et du coup, pourquoi pour AB, c'est pas pareil? Parce que du coup, sinon, il faudrait que vous preniez un R1 et un R2. Je veux dire, comment vous voulez faire votre contour là? Vous voyez, je ne sais pas moi, s'il peut imaginer un autre contour, alors imaginons un autre contour, alors ça serait celui-là peut-être, avec un A ici et un B là. Peut-être. Mais du coup, ça veut dire qu'ici, on aurait un R1 et ici, on aurait un R2. Ouais, ce serait plus compliqué. Non, en fait, vous allez retrouver simplement que le champ magnétique en R1, c'est le même que le champ magnétique en R2. D'accord. Donc, quelle que soit la distance, vous avez toujours le même champ magnétique. Et donc, du coup, le champ magnétique que l'on connaît, nous, c'est pour R égale 0, en fait. C'est sur l'axe. Et on sait qu'il est égal à ça. Donc, ça revient au même, en fait. D'accord. Okay. Donc, du coup, c'est ça qu'on écrit ici. Hein, donc, la somme des champs de la circulation. Donc, on a mu0 NI AB moins BZR CD. On sait que AB, c'est égal à CD. Bon. Et en fait, la circulation du champ ici, c'est égal à mu0 fois les courants enlacés. Sauf que ici, les courants enlacés par ce contour-là, c'est 0, puisqu'on est à l'intérieur du solénoïde. Donc, tous les courants, ils sont à l'extérieur. Ok, donc le courant enlacé, en fait, c'est 0. Il n'y a pas de courant enlacé. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on déduit de ça? Eh bien, que BZ à R, c'est simplement égal à mu0 NI. Autrement dit, que quel que soit R, eh bien, parce que là, tout est constant. Hein. Mu0, c'est une constante, N, c'est une constante.
et I, c'est une constante. Donc, en fait, quelle que soit la distance R, eh bien, on a un champ magnétique qui est constant. Autrement dit, à l'intérieur du solénoïde, ici, eh bien, le champ magnétique, il est constant et égal à la valeur qu'on a calculée sur l'axe, qui était mu0 et nu. Monsieur, dans quel cas, en fait, on aurait eu des courants enlacés? Ben, on va le voir dans l'exemple d'après. Ah, d'accord, ok. Parce que pour l'instant, vous voyez, là, on a déterminé à l'intérieur du solénoïde, on voit que le champ magnétique, il est constant. Donc, ce qu'on va chercher maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du solénoïde. Ça, on ne sait pas encore. D'accord, ok. OK? Donc, ça, c'est effectivement ce qu'on fait ensuite. Donc, on va prendre un nouveau contour de manière à pouvoir trouver le champ à l'extérieur du solénoïde. D'accord. Alors, donc vous voyez, c'est ce qu'on fait ici. Donc maintenant, on va chercher BZ pour une distance R qui est supérieure au rayon, en fait. D'accord? Puisque ce qu'on veut maintenant, c'est à l'extérieur du solénoïde. Donc, quel est le champ magnétique qui se trouve ici, par exemple? OK? À une distance R ici, qui est plus grande que le rayon de la spire. OK, donc pour ça, ben, on va prendre un contour qui va ressembler à celui de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on a un côté AB qui va être le long de l'axe Z, un côté BC qui est perpendiculaire, sauf que maintenant, ce côté BC, vous voyez qu'il traverse le solénoïde et qui va jusqu'à un point qui est à l'extérieur, qui se trouve à une distance petit r supérieure à grand R, le rayon du solénoïde. Et puis ensuite, on ferme le contour. Donc, on va refaire le même calcul que tout à l'heure. OK, donc on va reprendre ce contour ABCD là. Donc encore ici, ce n'est pas bien indiqué. Donc on va décomposer ce contour fermé avec les différents bouts. Donc on va faire l'intégrale de A à B. Donc ça, c'est pour ce bout-là. Plus l'intégrale de, alors cette fois-ci, de B à C. D'accord, avec un DL qui va être comme ça. OK, donc ici, c'est de B vers C. Et puis ensuite, on va faire avec un DL qui va comme ça, de C à D. Donc ici, hop, on va de C à D. Et puis enfin, le dernier, ben, on remonte ici. Hein. Donc on va comme ça. Donc c'est de D à A. OK. Alors, le truc, c'est que donc ça va être l'intégrale sur le contour fermé de BDL. C'est égal à la somme, alors à mu0, fois la somme des courants enlacés. Et si vous regardez sur ce contour-là, les courants enlacés, hein, je vous rappelle, les spires, là, elles sont toutes comme ça, là. Donc, en fait, on a des courants ici, dans chaque spire. Ouais. Donc, l'ensemble des courants qui sont enlacés par ce contour ABCD, ben, c'est N fois le courant I qui traverse chaque spire, fois la longueur AB. Hein, parce que NAB, N, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Donc, si je multiplie par AB, ça me donne bien le nombre de spires. Dans chaque spire, j'ai un courant I. Donc là, tous les courants, ils sont dans le même sens. Hein. Donc dans chaque spire, j'ai un courant I. Donc il faut bien que je multiplie par I. Donc au total, vous voyez que je vais avoir cette quantité-là, NIAB.
qui est la somme des courants enlacés par le contour ici, qui traverse le solénoïde, ici au niveau, à partir de la distance grand R, quoi. C'est clair, ça? Du coup, voilà, c'est I fois AB, c'est ça? Alors, non, c'est N fois AB D'accord. que finalement on multiplie par I pour avoir le courant total. Hein, D'accord. ça, c'est le nombre de spires. N fois AB, ça donne le nombre de spires. Et chaque spire, elle est parcourue par un courant I. D'accord. Donc, le courant total, c'est le nombre de spires fois le courant I. D'accord. Donc, finalement, on a NI AB, et puis on multiplie par mu0, qui est la constante. OK. Donc, après, comme tout à l'heure, donc on peut calculer les différentes circulations sur les différents bouts. Donc, sur AB, on retrouve comme tout à l'heure, hein, mu0 NI fois AB. Sur BC, on trouve 0, puisque les contours BC et CD et DA, pardon, BC et DA, ils sont perpendiculaires au champ. Donc, on trouve 0. Et puis ensuite, sur CD, là, on va trouver moins BZ CD. Comme tout à l'heure, en fait. Hein. C'est la même chose que tout à l'heure. La seule chose qui diffère maintenant, c'est quoi? C'est que, contrairement à tout à l'heure, la somme des courants enlacés, c'est plus 0, mais c'est mu0 N I AB. D'accord. OK? OK. Et donc, du coup, quand on va faire la somme, là, quand on va écrire la circulation totale, donc on écrit que la circulation totale, c'est égal à mu0 NI AB. Donc, la circulation totale, c'est le premier terme ici qui est mu0 NI AB, plus, c'est un moins d'ailleurs, normalement. Ça devrait être un moins, là. Moins BZCD. Et ça doit être égal à mu0 NI AB. Donc, ce que vous voyez, c'est que ces deux termes-là, ils vont se simplifier. Et donc, au final, BZ de R, ça va être égal à 0. Autrement dit, que quand vous cherchez un champ magnétique à l'extérieur du solénoïde, eh bien, il n'existe pas le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde, hein, pour petit r supérieur à grand R, eh bien, c'est 0. OK, donc finalement, qu'est-ce qu'on a vu sur ce solénoïde? Quand on a un solénoïde suffisamment long, eh bien, en fait, on a un champ magnétique qui est constant à l'intérieur et un champ magnétique qui est nul à l'extérieur. OK? D'accord. OK, donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous demander comme type d'exercice sur des calculs de champ magnétique. Donc voilà, il faut connaître les propriétés de symétrie et puis ensuite donc connaître comment appliquer ce théorème d'Ampère, de même qu'on avait appliqué Gauss précédemment. OK? Bon, on ne fera pas plus que ça sur le champ magnétique, sur les calculs de champs magnétiques créés par des distributions de courant. Voilà, je vous conseille de refaire ce qu'on a fait déjà. Alors, je ne sais plus dans le... Il me semble que dans le TD, il y a un autre exercice après, dans la feuille de TD.
mais du coup, on ne va pas le faire. J'ai plus la feuille de TD là sous les yeux. C'était quoi? Oui, il y a l'exercice sur le champ magnétique créé par... il y a 2 déjà. Champ magnétique créé par? Par une bobine torique. Ah oui. Bon. Bon, je verrai si je peux vous faire un petit corrigé de celui-là. OK. D'accord. Voir si... ouais. OK. Bon, bah, je regarderai ça. Parce que je voudrais qu'on passe un petit peu maintenant, pour qu'on ait un peu de temps sur l'induction. Donc, on va maintenant passer au premier exercice sur l'induction, qui est l'exercice sur une spire en rotation dans un champ magnétique constant. OK, ce qu'on appelle la dynamo. Donc, c'est quoi? C'est en fait une spire circulaire. D'accord? Donc, on est toujours avec ces histoires de spire. Donc, cette spire circulaire, elle a un certain rayon, si on note ρ. Et puis, donc, elle va tourner autour d'un axe de rotation. D'accord? Donc, elle tourne, vous voyez ici, selon le cercle qui est là, elle tourne autour de cet axe de rotation delta, avec une certaine vitesse de rotation ici, qu'on appelle oméga. OK, donc vous imaginez ça, vous avez cette spire-là, et puis elle tourne en fait sur elle-même, autour d'un axe. OK? OK, qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, on a que cette spire, en fait, elle est placée dans un champ magnétique constant. D'accord? Un champ magnétique uniforme et qui ne varie pas dans le temps. Donc, typiquement, vous pouvez imaginer, je ne sais pas moi, pris entre deux aimants. Donc, vous créez un champ magnétique constant entre deux aimants. Et puis, vous faites tourner une spire qui va être qui va être mobile, qui va pouvoir tourner sur elle-même autour de l'axe. Et donc, ce qu'on va chercher, eh bien, c'est à regarder comment eh bien, ce système-là va pouvoir induire une force électromotrice dans la spire. OK, ça veut dire qu'on va créer, en fait, aux bornes de la spire, une différence de potentiel. OK? Alors, ici, je vous ai fait donc 2 schémas. Donc, le premier schéma, c'est une vue de la spire un petit peu en 3D, si vous voulez, avec cette spire donc, qui est en rotation autour de l'axe delta. Mais en fait, on peut tout à fait aussi prendre, donc dans le plan ici, qui coupe la spire en deux, et qu'on regarde par au-dessus, ben en fait, la spire, vous voyez que ça se réduit finalement à cette longueur-là de spire, où ici, on a le rayon de la spire. Et puis, en fait, ben, c'est ça qui va tourner autour de l'axe delta, qui est maintenant au milieu ici. OK, donc on a notre spire, en fait, qui va tourner ici. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va utiliser la loi sur l'induction, qui s'appelle la loi de Faraday. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi de Faraday? Eh bien, elle nous dit que
on va avoir apparition d'un courant induit par l'intermédiaire d'une force électromotrice induite. Et pourquoi est-ce qu'on va avoir apparition d'un courant induit? Eh bien, parce que en fait, on va avoir une variation du flux magnétique à travers la surface. Donc là, typiquement, vous voyez ici, hein, c'est bien ce qui va se passer ici. Hein, vous avez notre spire là. Vous voyez que selon que la spire elle est orientée le long du champ magnétique ou qu'elle est perpendiculaire au champ magnétique, eh bien le flux du champ magnétique, hein, je vous rappelle, le flux du champ magnétique, c'est l'intégrale du produit, la double intégrale du produit BDS, du produit scalaire BDS. Donc DS, c'est la surface ici, c'est l'élément de surface défini par la boucle de courant ici. Et donc, effectivement, si on a notre spire qui est le long du champ magnétique, ben, vous voyez que la surface, elle va être perpendiculaire. Donc, le produit scalaire, il va être nul. Inversement, si vous avez votre spire qui est ici perpendiculaire au champ magnétique, ben à ce moment-là, le flux à travers la spire, ça va être maximum, hein, puisque le produit scalaire de BDS va être maximum. OK? Si maintenant donc, on a une spire qui tourne sur elle-même, bah, au cours du temps, donc un coup, elle va être parallèle au champ magnétique, puis après, elle va faire un certain angle, puis si vous continuez, bah, elle va faire un angle de pi sur 2. Si vous continuez, bah, l'angle il va encore augmenter jusqu'à revenir à 0, enfin plutôt à pi, hein, ce sera orienté dans l'autre sens du coup. Puis ensuite, ça va réaugmenter. Et donc, vous voyez qu'au cours du temps, en fait, le flux varie ici. Le flux du champ magnétique à travers la spire varie au cours du temps quand la spire elle tourne. Et donc, si vous avez effectivement une variation du flux, donc le flux, hein, c'est l'intégrale de BDS, quand vous avez une variation temporelle du flux, eh bien, ça fait apparaître une force électromotrice. C'est la loi de Faraday. Hein. La force électromotrice, donc, qui est notée E ici, on peut la noter aussi FEM. En tout cas, c'est une tension qui apparaît ici, qui va être égale à la variation du flux par rapport au temps, du flux magnétique. Alors attention, ici il y a un signe moins. Hein, dans la loi de Faraday, il y a un signe moins ici. Ce signe moins, il exprime quoi? Eh bien, il exprime le fait que, en fait, l'apparition de la force électromotrice, eh bien, ça va s'opposer au mouvement qui lui a donné naissance. Donc, autrement dit, ça va être en sens inverse des causes qui ont donné naissance à cet effet. OK. Alors, bah, c'est ça qu'on va appliquer ici, en fait. On va ici, donc, chercher à calculer comment ça se passe pour cette force électromotrice induite lors de la variation de la position de la spire dans le champ magnétique. Donc, si on repart donc, de cette loi de Faraday, c'est en pause. Personne ne me le dit? Vous ne m'avez pas dit que c'était en pause Ah ouais, moi, je pensais que vous étiez encore en train. Je pensais que c'était normal, en fait. Ah, d'accord. Vous expliquer Bon, alors, dans les dessins, c'est pour ça. peut-être je reviens. Je ne sais pas à partir de où ça s'est mis en pause, en fait. À partir de là, en fait. C'est pour ça que je pensais que vous parliez par D'accord. rapport au... Ah oui, mais alors du coup, pour suivre, effectivement, ça ne devait pas être évident. OK. Bon, alors je repars sur mes dessins, là. Donc ici, ce que je vous ai dessiné, donc c'est la spire. Donc vue, on va dire, en 3 dimensions.
cette spire, donc, elle tourne sur elle-même autour d'un axe qui est cet axe delta ici. D'accord? Donc, il faut imaginer une spire comme ça et qui tourne autour d'un axe de rotation. Ok, donc elle fait le tour ici de ce cercle-là. Hein. Elle tourne comme ça. La spire. Ok? Donc ça, c'est vu en 3 dimensions. Donc ensuite, on a le champ magnétique qui est un champ qui est constant, d'accord, qui est le même partout et qui est dirigé donc perpendiculairement à l'axe de rotation de la spire. Ok, donc vous pouvez imaginer par exemple 2 aimants comme ça, et puis au milieu des 2 aimants, vous avez une spire qui tourne sur elle-même. Alors, on peut voir le problème du dessus ici. Donc, si je regarde la spire du dessus, ça va me donner une barre comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est cette barre, elle va tourner comme ça autour de l'axe delta. D'accord? Elle va tourner comme ça. Donc, en fait, vous voyez ce qui varie. Ce qui va varier, c'est cet angle-là. Je note alpha ici. Après, on notera θ. Bon, c'est le même. Donc, il y a un moment où cet angle alpha, si je prends à différents instants, donc j'ai mon champ B là, qui est comme ça. Donc, par exemple, je pars d'un instant où ma spire, elle se trouve ici, dans cette position-là. Donc là, elle est parallèle au champ. Donc du coup, vous voyez que l'élément de surface ds, qui est comme ça, qui est normal à la surface, et bien du coup, il est perpendiculaire au champ. Ça, c'est mon champ, B. Donc du coup, si vous voyez que le produit scalaire des deux ici, ça va être 0. Le BDS ici, il va être égal à 0. Puis si j'imagine un instant plus tard, donc j'ai toujours mon champ B là, puisque lui, il est constant. J'ai toujours B. Et puis ici, j'ai ma spire. Bon, maintenant, elle est comme ça. Bon, du coup, là, ma spire, vous voyez qu'elle fait un angle ici, θ. J'ai noté alpha, là, je note θ, avec le champ B. Donc, ça veut dire que ici, vous voyez que j'ai mon élément de surface ds qui est perpendiculaire à la surface, qui va faire un certain angle avec B. En fait, ça va être θ plus pi sur 2. Donc, vous voyez que maintenant, ici, mon produit BDS, il n'est plus égal à 0. Il est différent de 0. En fait, il va faire intervenir le cosinus de l'angle θ ici. Et puis ensuite, vous pouvez imaginer la situation où, du coup, ma spire, il y a un moment, elle va être perpendiculaire au champ magnétique. OK? Donc, cette fois-ci, imaginons que je tourne dans ce sens-là. Du coup, mon ds, il est comme ça. Ça, c'est toujours B, là. Donc, si c'est perpendiculaire, à ce moment-là, vous voyez que le produit B scalaire ds, il va être maximum. Il est maximum, il est égal simplement à B fois ds. OK, donc vous voyez qu'au cours du temps, en fait, ce flux-là, donc le flux, c'est l'intégrale sur la surface de BDS. Donc, il faut faire les intégrales partout, là. Eh bien, ces intégrales, elles vont varier au cours du temps, pendant que ma spire, elle tourne, là. Donc, du coup, si ça varie au cours du temps, eh bien, à ce moment-là, la loi de Faraday, elle me dit que cette variation du flux au cours du temps, ça va entraîner l'apparition d'une force électromotrice. Et donc, cette apparition de force électromotrice, en fait, elle va tendre à s'opposer justement à la rotation de la spire. Donc, on va
se débrouiller pour que ici, eh bien, en fait, on va avoir un signe moins de la variation qui provient justement du fait que eh bien, l'apparition de la force électromotrice induite va tendre à s'opposer au mouvement. Donc ici, c'est le mouvement de rotation de la spire. Donc le courant induit, en fait, va être dans le sens opposé à celui qu'il aurait dû à la rotation de la spire. OK. Donc du coup, on applique ça à ce qu'on a ici maintenant. Donc j'ai repris le dessin là. Donc sur ce dessin, vous voyez, j'ai défini un angle θ, donc qui est l'angle entre la direction ici du champ magnétique, B, et la direction du courant ici, I, qui va pouvoir parcourir la spire. Donc du coup, ça me définit ici l'élément ds orienté dans ce sens-là. D'accord? Si le courant il va ici de moi vers le fond, là, donc il parcourt la spire dans ce sens-là, le ds est donné par le pouce, en fait. Hein, si vos doigts ils sont dans le sens de I, le ds il est donné par le pouce. OK, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour appliquer la loi de Faraday? Eh bien, il va falloir calculer le flux du champ magnétique. Donc, ce flux du champ magnétique, c'est l'intégrale sur la surface. Ici, donc, c'est la surface de la spire de B scalaire ds. OK, donc il suffit de calculer B scalaire ds. Alors, B, je sais qu'il est constant. D'accord? Je suis avec une spire qui se trouve plongée dans un champ magnétique constant. Donc, B, il est constant et il a cette orientation. ds, donc je l'ai représenté ici. Vous voyez que ds, il fait avec B un angle, un certain angle, hein, qui est en fait cet angle-là. D'accord? Celui que j'ai tracé en rouge, là. Celui-là, c'est bien l'angle entre ds et B. OK, l'angle rouge, là, c'est bien l'angle entre ds et B. Donc, en fait, pour calculer le produit scalaire, un BDS, c'est B fois ds fois le cosinus de l'angle entre B et ds. OK, donc le cosinus de cet angle-là. Et cet angle-là, en fait, c'est l'angle θ ici, qui est l'angle que fait la spire à un instant t par rapport au champ magnétique B, plus pi sur 2. Là, j'ai un 2. Je ne comprends pas, ça veut dire que j'ai rien compris au cours. C'est là que c'est. Comment? Vous avez une question? Ah non, désolé. D'accord. OK. Donc, du coup, ici, j'ai juste à calculer le cosinus de θ plus pi sur 2. Cosinus de θ plus pi sur 2, en fait, c'est sinus θ. Je peux le voir ici, hein, le ds, en fait, si je le projette sur les lignes de champ, si θ, c'est cet angle-là, en fait, le θ, je vais le retrouver ici. Et donc, la projection ici, c'est moins le sinus. Donc, je vais avoir moins BDS sinus θ. Et puis, si mon expression de θ, donc si j'ai une rotation à vitesse constante de ma spire, la variation de l'angle θ, en fait, c'est simplement la vitesse de rotation oméga fois le temps. D'accord? Oméga, c'est la vitesse de rotation en radians par seconde. C'est encore ce qu'on appelle la pulsation. Et puis, il faut que je multiplie par le temps. Donc, du coup, ici, j'ai un B ds fois le sinus de oméga t. OK, donc du coup, je vais pouvoir calculer le flux. Le flux, donc, qui est l'intégrale double de B scalaire ds. Donc, ça va me faire l'intégrale double, je reprends l'expression qui est ici, hein, de moins BDS sinus oméga t. Et donc, ici, vous voyez que je vais pouvoir sortir moins B sinus oméga t,
que j'intègre par rapport à ds. Et donc, l'intégrale de ds, ben, c'est simplement la surface, c'est-à-dire pi r carré, enfin, ou pi rho carré ici, qui est la surface de la spire, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que le flux magnétique, ici, donc il y a cette expression-là, moins b pi rho carré sinus oméga t, eh bien, il a une variation sinusoïdale au cours du temps. Hein, c'est un flux magnétique qui va passer par, ben, quand le sinus vaut moins 1, ça va me faire b pi rho carré, donc il va être maximum. Et puis ensuite, quand le sinus ici, il va valoir 0, ben, je vais avoir un flux qui va être nul. Et puis quand le sinus, il va valoir 1, eh bien à ce moment-là, je vais avoir ici une valeur minimum qui va être de moins b pi rho carré. Donc en fait, j'ai une variation du flux entre... Donc j'ai une variation sinusoïdale, hein, du flux qui va être entre une valeur maximum b pi rho carré et puis ici une valeur minimum moins b pi rho carré. OK, puis la variation ici, ben, c'est une variation sinusoïdale, ici avec une période qui va dépendre en fait de la vitesse de rotation, hein, ou de la fréquence, c'est-à-dire le nombre de tours par seconde. Donc la période, ça va être l'inverse de ce nombre de tours par seconde. OK, donc on va avoir une oscillation comme ça du flux du champ magnétique qui va passer par une valeur maximum qui va être ensuite nulle, puis va diminuer jusqu'à une valeur minimum, puis il va réaugmenter jusqu'à atteindre 0. Hein. Quand on est ici, c'est 0. D'accord? Ici, on passe par 0 à chaque fois. Le flux est nul. C'est quand la spire ici, elle est le long du champ. Et puis ensuite, ça va réaugmenter, etc. Donc, vous voyez qu'on a un flux magnétique qui va varier dans le temps. Et donc, du coup, on va pouvoir calculer quelle est la force électromotrice qui est induite, c'est-à-dire le courant induit, en fait, dans cette boucle de courant. Donc, la force électromotrice induite, d'après cette loi de Faraday, c'est moins dφ sur dt. Donc, comme je connais phi, hein, phi c'est égal à cette expression-là, moins b pi rho carré sinus oméga t. Eh bien, en fait, ici, il me suffit de dériver cette expression-là par rapport au temps. Donc, vous voyez que les moins ici vont se simplifier. Il va me rester b pi rho carré. Et puis, quand je dérive sinus oméga t par rapport au temps, il sort un oméga. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, ça va me faire cosinus oméga t. Donc, finalement, vous voyez qu'ici, j'ai la force électromotrice induite qui est égale à b pi rho carré oméga cosinus oméga t. Donc, ce que je vois, c'est qu'en fait, ici, je vais avoir une tension alternative qui va s'installer, qui va varier donc, de manière sinusoïdale au cours du temps, avec une intensité maximale qui va valoir, quand le cosinus vaut 1, ça vaut b pi rho carré oméga. Et puis, quand le cosinus vaut moins 1, ça passe par un minimum qui vaut moins b pi rho carré oméga. Hein. Alors, attention, vous voyez qu'ici, en fait, entre les deux, eh bien, vous voyez que entre le flux magnétique et la force électromotrice induite, eh bien, on a un déphasage qui se fait, qui est un déphasage de pi sur 2. D'accord? Autrement dit, donc ici, on varie entre b pi rho carré oméga pour le maximum. Ici, moins b pi rho carré oméga. Et puis ici, on va passer par des zéros.
D'accord? Donc, on a une tension alternative hein, qui oscille entre deux valeurs, B pi rho 2 oméga et moins B pi rho 2 oméga. Et donc, qui va osciller entre deux valeurs maximum, enfin, maximum et minimum. Et les deux fonctions ici, donc quand celle-là est nulle, et bien celle-là passe par un maximum. D'accord? C'est décalé en fait de pi sur 2. OK. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le flux maximum, eh bien, il dépend de deux choses. Il dépend bien sûr du champ magnétique. Plus le champ magnétique est intense, plus le flux maximum va être intense. Et il dépend de la surface de la boucle. Hein, plus la spire est grande, plus sa surface est grande, et plus le flux coupé, hein, ce qu'on appelle le flux coupé, va pouvoir être grand. Si maintenant on regarde la FEM induite, la FEM induite, donc, elle dépend effectivement de ce flux maximum, hein, du flux maximum qui peut être induit qui peut induire un courant dans la bobine, mais ça dépend aussi donc de la vitesse de rotation. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, plus vous allez tourner vite, plus vous allez avoir ici une tension qui va s'élever et qui va devenir de plus en plus intense. OK, donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières hein, pour induire une tension, enfin pour augmenter la tension induite. Soit vous augmentez le champ magnétique, soit vous augmentez la surface, donc la taille de la spire, soit vous augmentez la vitesse à laquelle vous faites tourner la spire. OK, ce qu'on peut ensuite calculer, c'est quelle est la valeur efficace de la tension qui est induite justement aux bornes de cette spire. Donc, pour obtenir la valeur efficace, hein, il faut intégrer la force électromotrice sur une période. Alors, en fait, il faut plutôt calculer quelle est la valeur quadratique moyenne de cette force électromotrice. Donc, pour calculer la valeur quadratique moyenne, hein, il faut calculer la racine carrée de l'intégrale du carré de la force électromotrice sur une période. Enfin, la valeur moyenne de l'intégrale du carré sur une période. OK, donc ce calcul-là, on peut le faire. Hein, donc, c'est racine carrée de 1 sur t, si t, c'est la période, intégrale de petit t à grand T de e carré dt. Donc, je reprends l'expression ici de E. Donc, c'est un certain E max fois le cosinus oméga t que j'élève au carré. Donc, le E max, c'est une valeur constante. Hein, ça ne dépend que de constante. Donc, je peux le sortir de l'intégrale. Et puis ici, donc, il me reste à intégrer cosinus carré oméga t dt. Alors, pour intégrer cosinus carré, il faut transformer le cosinus carré en quelque chose de linéaire en cosinus. Donc, cos carré de x, c'est égal à 1,5 de 1 plus cosinus 2x. Donc, je fais cette transformation-là. J'ai 1,5 ici, 1 plus cosinus 2 oméga t. Donc, c'est ça que je vais intégrer. Donc, ici, quand j'intègre, ici, j'ai 1 fois dt. Donc, j'intègre simplement dt. Donc, ça me fait t. L'intégrale de dt, c'est t. Et puis ici, j'intègre cosinus 2 oméga t dt. Donc, quand j'intègre ça, ça me fait un sinus 2 oméga t sur 2 oméga. Si vous dérivez sinus 2 oméga t, vous allez trouver 2 oméga cosinus 2 oméga t. Donc, c'est bien oméga. Et ensuite, ça, c'est pris sur une période hein, entre t et t plus dt. OK, donc si je prends ici t entre t et t plus dt, je vais faire t plus dt moins t. Ça va me donner t simplement. T plus grand t, pardon, moins t, ça va me donner grand t. Donc, je retrouve le grand t ici. Et puis, si ici,
je regarde pour sinus oméga t, ben, sinus oméga t, sur une période, en fait, sinus oméga t, ben, je vais retrouver la même valeur, parce que c'est justement une période. Et donc ici, ben, les sinus vont s'annuler. Hein. Sinus en t plus dt et sinus en t, ça va être... Enfin, sinus en t plus une période et sinus en t, ça va être les mêmes. Donc ça va s'annuler. Donc il me reste simplement t sur 2t. Les t ici se simplifient. Et donc il va me rester E max sur racine de 2. Donc en fait, ça, c'est la valeur efficace que vous allez pouvoir obtenir aux bornes de votre spire qui est en train de tourner au milieu d'un champ magnétique. OK? Alors, un petit exemple de calcul que j'ai pu faire juste avant le cours. Là, j'ai fait une petite simulation qui permet de calculer quel est le flux magnétique et quelle est la FEM induite pour différentes valeurs ici. Donc ici, j'ai pris une boucle qui a un rayon de 10 cm, d'accord, donc relativement grande quand même, dans un champ magnétique de 10 Tesla, donc aussi un champ magnétique assez intense, et avec une fréquence, donc ça veut dire une vitesse de rotation hein, de 100 Hz, c'est-à-dire qu'en fait, ma spire, elle tourne 100 fois par seconde autour de son axe, hein, c'est aussi assez rapide. Et donc, je peux calculer à partir de ça, et à partir des expressions qu'on a, à partir des expressions qu'on a établies ici, hein, on peut calculer quelle est la valeur du flux maximum, quelle est la valeur du flux à chaque instant, et puis quelle est la valeur de la FEM induite maximum et quelle est la valeur de la FEM à chaque instant. Et donc, voilà ce qu'on trouve. Donc, on part ici d'un instant initial, et puis on voit donc que le flux magnétique il décroît jusqu'à une valeur minimum, et puis ensuite, il se remet à croître, repasse par 0. Donc ici, vous voyez, c'est quand on a effectivement la boucle qui tourne. Donc ici, à 0, elle est parallèle au champ magnétique, puis elle tourne, et donc elle va devenir perpendiculaire au champ magnétique avec une surface qui est opposée au sens du champ magnétique. Donc c'est négatif, puis ça retourne, on se retrouve perpendiculaire au champ magnétique, puis ça réaugmente jusqu'à ce qu'on se retrouve parallèle au champ magnétique, et puis le mouvement se répète. OK, ici c'est gradué en millisecondes. Donc vous voyez qu'on a en fait ici une oscillation très rapide. Hein. En fait, on décrit une période ici en 100 millisecondes. En 0,1 seconde, on passe par un maximum et un minimum. Et donc au total, on va avoir une valeur moyenne. Et donc on va induire ici, du fait de cette variation, une tension aux bornes de la boucle. Et donc, vous voyez ici que la tension induite, hein, c'est 200 volts. Donc, vous voyez que pour une spire qui aurait cette taille-là dans un champ magnétique de cette intensité et qui tournerait à cette fréquence-là, elle créerait 200 volts aux bornes de la prise, enfin de la spire. Et donc, on voit qu'on a cette tension donc, qui oscille. Vous voyez que c'est ici donc les deux... Ici, sont bien décalés en fait de pi sur 2, hein, c'est-à-dire quand le flux magnétique passe par un minimum, ici la FEM passe par 0. Et inversement, hein, quand la FEM ici passe par un maximum, c'est que le flux ici passe par 0. Et donc, on a un courant alternatif ici, une tension alternative, on a aussi un courant, qui, vous voyez, qui va osciller dans un sens puis dans l'autre, avec ici une période qui est de 100 millisecondes.
100 Hz, hein, bon, j'aurais pu mettre 50 Hz pour avoir quelque chose qui soit similaire à ce qu'on a dans les prises de courant. Mais voilà, cet effet d'induction, hein, c'est vraiment lui qui permet de vous mettre du courant dans les prises. Okay, c'est ce qu'on utilise. Alors, pas avec une boucle qui tourne dans un champ magnétique constant, mais plutôt avec des champs, avec des aimants qui tournent dans d'autres aimants, qui vont créer donc, des tensions induites. Et en faisant tourner donc, ces alternateurs, eh bien, on va pouvoir comme ça créer une tension qui va pouvoir ensuite être envoyée dans les fils électriques pour arriver jusqu'à chez vous dans la prise. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette première application donc, de l'induction due à un conducteur qui est en mouvement dans un champ magnétique constant pour le coup. Ok, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, personnellement, non. Non? Pas de questions? Ben, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là pour aujourd'hui alors. Ok? D'accord. Donc, je vous mettrai ça à disposition sur le site sur Eprel. Et puis, donc, je vais voir pour voir pour la consultation de copie là, pour les deux étudiantes qui m'ont demandé. Monsieur, j'avais Oui. juste une dernière question. Là. Il reste combien de séances avec vous? Bah, une seule, comme j'ai dit. Ah, bah, vous n'étiez pas là, mais je l'ai dit au début du cours. Une seule? En fait, on en avait une cette semaine et on a une dernière la semaine prochaine. Ah ouais, déjà? Ben oui. On n'a que 9 séances en fait. Wow. Ouais, c'est court. Hein. Ouais. Et comme vous voyez, on n'a pas pu faire tous les exercices. Hein. Oui. Je pense que la semaine prochaine, je pense qu'on va faire celui sur l'induction dans une bobine. D'accord. Parce que c'est vraiment ça qui pourrait vous servir par la suite. Voilà, c'est ce qui sert dans les transformateurs notamment. D'accord. Donc là, on a ce qu'on vient de voir aujourd'hui, en fait, c'est le principe. Hein. Après, ça peut varier en fonction de ce qui est utilisé comme matériel et tout ça. Mais le principe est toujours le même. Hein. C'est un élément tournant dans un champ magnétique et donc qui fait varier justement le flux du champ magnétique qui est à l'origine de tout ce qui est production de courant, alternateur, etc. D'accord. D'accord? Même dans les centrales, dans toutes les centrales en fait électriques, utilisent ce principe-là. Tout le truc après, c'est de faire tourner l'élément. Donc pour faire tourner l'élément, en fait, on va utiliser, donc je ne sais pas, par exemple, si vous prenez une centrale hydraulique, ce qui est utilisé, c'est la chute de l'eau. Donc c'est la gravité en fait. C'est l'eau qui gravite, qui en tombant, entraîne un élément qui va tourner. Et cet élément tournant fait varier le flux coupé du champ magnétique qui va induire un courant. Et donc, c'est comme ça qu'on crée le courant dans les centrales électriques. Ensuite, vous avez les centrales thermiques qui, là, pour le coup, utilisent des moteurs, en fait. C'est comme dans votre voiture. Hein. Dans votre voiture, c'est ce que ça fait aussi. Hein. Vous avez un alternateur qui est entraîné par le mouvement des roues. D'accord? Les roues font tourner l'alternateur, l'élément mobile de l'alternateur qui va créer un courant. C'est ça qui vous permet d'avoir des phares, des clignotants, la radio. Après, on met une batterie pour un peu stocker l'énergie, mais au départ, c'est bien créé par un alternateur. Et puis, on a la même chose dans les centrales nucléaires. Hein. Dans les centrales nucléaires, simplement, là, c'est créé par des réactions nucléaires qui vont libérer de l'énergie, qui est ensuite récupérée par un fluide qui est de l'eau, qui va être chauffé et du coup qui va pouvoir entraîner des turbines en relâchant son énergie. D'accord.
Voilà. Bon, bah écoutez, merci. Bonne fin de journée à tous. Merci, bonne fin de journée à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.